bienvenue une fois de plus sur le Carrière Show. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur l'option sous-titres afin de suivre cette interview en d'autres langues, à cliquer sur la touche de notification afin de manquer aucune émission de Carrière Show. Alors, nous sommes toujours avec Monsieur Moussadegh Bali, qui est le PDG du groupe Azalai. Alors, Monsieur Moussadegh, quelles sont les astuces que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds sur leur projet? Comment doit se faire la recherche de financement? Alors, comme je l'ai dit tantôt, effectivement, le financement des jeunes entrepreneurs est une problématique majeure dans l'écosystème, surtout en zone francophone. Je pense que les pays anglophones en Afrique ont des écosystèmes beaucoup plus libéralisés, beaucoup plus fluides et beaucoup plus, je dirais, encourageants pour les jeunes entrepreneurs. Une fois qu'on a son idée de projet, qu'on s'est lancé, moi je pense qu'il faut commencer petit. Il faut voir grand, il faut avoir de la vision, mais il faut commencer petit. Et souvent, les jeunes pensent qu'il leur faut des centaines de millions de francs pour commencer un projet. C'est souvent d'ailleurs pas bon de commencer avec beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez vous lancer avec le peu de moyens que vous avez. Il faut d'ailleurs se lancer avec le peu de moyens que vous avez, parce que souvent, vous pouvez obtenir des financements que lorsque vous avez fait la preuve que vous-même, vous prenez le risque en investissant. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de commencer avec ces moyens. Peut-être si on peut mobiliser des moyens auprès, ce qu'on appelle les family, friends and fools, donc la famille, les amis et quelques fous qui croient en vous, qui croient en votre projet, avec des petits montants et lancer son projet. Maintenant, une fois qu'on a atteint une taille critique, là, effectivement, il faut maintenant faire appel aux différents mécanismes de financement. Vous avez des fonds d'amorçage, vous avez des fonds de private equity, vous avez les banques commerciales, malheureusement, qui ne sont pas du tout outillées pour aider les jeunes entrepreneurs. Et puis peut-être aussi, il y a des mécanismes que les États mettent en place pour justement mettre des fonds publics pour financer les jeunes. Mais en tout cas, le conseil que je donne, c'est qu'il faut d'abord se lancer avec ses propres moyens, aussi minimes soient-ils, lancer son entreprise, se consacrer à son entreprise, y mettre du temps, y mettre les maigres moyens qu'on a. Si on peut lever des fonds, on peut faire du crowdfunding ou on peut lever des fonds auprès de la famille, des amis, tout ça, on met dans l'entreprise. Ce n'est que lorsque vraiment l'entreprise commence à prendre son envol et qu'on veut grandir, qu'on veut se développer, que là, je pense qu'il faut se tourner vers le système financier pour chercher des fonds qui vous permettront de faire grandir l'entreprise. D'accord. Alors, monsieur, parlons de projet, parlons d'investissement. Plusieurs personnes éprouvent énormément de difficultés pour investir en Afrique en raison des blocages administratifs et souvent des conditions pas très orthodoxes, corruption, clientélisme, le cadre juridique qui est brinque-ballant. Comment fait-on pour déjouer tout ce système et s'en sortir? La résilience, c'est ça que je disais tantôt. Il est vrai que malheureusement, nous intervenons dans des secteurs, on a des écosystèmes dans nos différents pays qui sont très lourds, surtout en Afrique francophone, héritage de la colonisation, et puis on a fait du copier-coller avec l'administration publique française, alors qu'on n'a pas la qualité de l'administration publique française, malheureusement, dans nos pays. Et donc, on a beaucoup de régulations, beaucoup de règlements qui fait que ça développe la corruption et surtout, ça ralentit considérablement les choses. Je dois avouer que j'ai le privilège de l'âge. Ça fait presque 4 décennies maintenant que je gère des entreprises dans l'espace ouest africain. Je dois dire qu'il y a eu d'énormes progrès. Nos économies se sont beaucoup libéralisées. Il y a eu de gros efforts, suite d'ailleurs aux pressions menées par des bailleurs de fonds, des prêteurs,
Nos États ont fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, on a des guichets uniques. Aujourd'hui, on peut créer des entreprises en ligne. Il y a eu énormément d'efforts. Mais le système reste quand même toujours très lourd. Et pour avancer, il faut être résilient, il faut savoir nager dans tout ça et ne pas se décourager. Parce que si on se décourage avec toutes ces procédures administratives, ben, il ne faut pas devenir entrepreneur. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Mossadegh, si vous avez la possibilité d'avoir notre âge et qu'on vous donnait 2 000 $, alors quel style d'activité irez-vous et quelles seront les 100 prochaines étapes? Ah, moi, si j'avais votre âge et que j'avais 2000 $, sans hésiter, je me lancerais dans l'agro-industrie. Moi, je pense que, en tout cas, pour beaucoup de pays, dont le mien, le Mali, et malheureusement, à l'indépendance, nous avons raté cette marche-là de développer l'agriculture. Vous savez, tous les pays développés ont d'abord développé l'agriculture, ensuite ont développé l'industrie de transformation et l'industrie lourde, et maintenant ces pays sont dans l'industrie de services. Vous ne pouvez pas développer une économie sans développer l'agriculture parce que il faut assurer déjà une autosuffisance alimentaire et en développant l'agro-business, vous captez la valeur ajoutée. Au lieu d'envoyer le coton du Mali en Allemagne ou en Tchéquie pour faire le bazin que je porte, transformons le coton du Mali, transformons le cacao de Côte d'Ivoire et transformons la bauxite de la Guinée. Donc, moi, personnellement, si j'avais votre âge et si j'avais 2000 $ en poche, je me lancerais dans une activité de transformation de produits agricoles. D'accord, waouh. Alors, vous avez parlé de l'agriculture et j'aimerais vous poser cette question. Si on vous demandait de nommer 100 secteurs de croissance en Afrique dans les 20 prochaines années, que direz-vous? 100 secteurs, 100 secteurs, 5. il y en a tellement, il y a tout le spectre de l'agro-industrie, c'est-à-dire il faudrait qu'on se donne comme ambition en Afrique de ne plus exporter de matières premières agricoles et de tout transformer sur notre continent. Et ça, c'est faisable. Donc là, déjà, vous avez transformé le coton, l'anacarde, le bétail. Vous savez, moi, mon pays, le Mali, on a le deuxième cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria et on continue à exporter du bétail sur pied. On ne devrait plus exporter une seule bête du Mali sur pied. On devrait avoir 50, 100 abattoirs modernes au Mali et on abat nos bêtes, on vend des carcasses, on a la peau, on a tout ça. Donc, j'aime pas beaucoup l'industrie extractive, tout ce qui est minerai, pétrole, tout ça, parce que on connaît la malédiction des matières premières et ce sont des industries qui nécessitent beaucoup de technicité, beaucoup de capitaux. Moi, je vois le Mali, on est deuxième ou troisième producteur d'or en Afrique, mais ça ne nous profite pas beaucoup. Il y a le numérique, c'est un vaste secteur où les jeunes Africains peuvent se lancer parce que c'est vraiment un secteur où il y a énormément d'opportunités. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est secteur financier, la microfinance, qui connaît un grand boom, on peut se lancer dans ça. Donc, vous voyez, lorsque vous prenez tout ça, vous avez même plus que 100 secteurs. Vous avez l'industrie culturelle. Le continent africain est un continent de culture. Notre culture est très riche, donc développer tout ce qui est culture, tout ce qui est art. Vous savez, les gens, ils viennent piller, ça continue. Les colons l'ont fait, ils ont amené nos objets d'art chez eux. Bon, heureusement, ils continuent à nous restituer ça petit à petit, mais ça continue. Vous avez encore des collectionneurs qui viennent en Afrique, qui pillent nos objets d'art et qui les amènent pour les vendre à des prix extraordinaires. Donc, il y a l'industrie culturelle aussi qu'on peut développer. Il y a le tourisme, bien sûr. Vous savez, toute l'Afrique reçoit moins de 80 millions de visiteurs par an. La France, à elle seule, reçoit 80 millions de visiteurs par an. L'Espagne en reçoit 60 millions. Alors qu'on a des paysages fantastiques. Mais pour cela, il faut mettre des infrastructures en place, des hôtels, des routes.
il faut qu'on ait une connexion aérienne entre tous les pays africains, qu'on enlève des visas entre nous pour que nous-mêmes, on puisse découvrir le continent africain. Donc voilà, c'est tous ces secteurs-là, en tout cas à mon avis, dans lesquels les jeunes peuvent se lancer. D'accord. Alors, Monsieur Moussadek, voilà, ça c'est cette question, c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs souhaitaient poser. C'était que comment faire en fait pour quitter du plan A à un plan B? Ce qui veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, quand on a une activité qui génère des revenus et quand on parvient déjà à gérer la routine, c'est-à-dire si vous avez une boutique de vente de produits agricoles et que vous faites des entrées, des sorties, mais comment quitter du point A à un point B? Parce qu'on se dit, peut-être une recette derrière, peut-être les hommes fortunés ou milliardaires. Donc, on se dit il y a un mécanisme qui est mis en place pour quitter de ce point A là, de cette routine-là, à un point B. Voilà. Alors, pensez-vous qu'il y a un secret derrière cela ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain, qui font déjà des bonnes choses, mais qui souhaiteraient passer à un autre niveau ou à une autre étape? Il y a deux secrets, l'envie et le travail. C'est tout. L'envie, quand vous vous lancez, vous devez avoir envie de faire ce dans quoi vous vous êtes lancé. Vous devez avoir cette passion-là, ça doit vous brûler en disant, voilà mon projet, ça me passionne, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de réussir. C'est comme un véhicule dans lequel vous mettez du carburant. Donc, le carburant d'un entrepreneur, c'est la passion, c'est l'envie de réussir son projet, de réaliser ses rêves. Donc, si vous n'avez pas ça, ne perdez pas votre temps. Et quand vous avez ça, le reste, c'est du travail. Beaucoup, 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 beaucoup de travail pendant quasiment toute la vie, ou en tout cas, toute la vie professionnelle. Ça n'arrête pas. Un entrepreneur n'arrête jamais de travailler. Donc, c'est ça les deux secrets. Vous savez, quand vous dites quitter d'un point A à un point B, quand vous avez ça, ben, vous quittez d'un point A à un point B. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont connu beaucoup de succès, qui connaissent beaucoup de succès et qui ont commencé avec même pas une boutique, qui ont commencé à vendre quelques bonbons, quelques biscuits au bord de la route et qui aujourd'hui sont multimilliardaires. Donc, c'est parce que ils avaient cette envie-là, cette passion qui les brûlait et puis ils ont travaillé. Travail. Alors, bien sûr, il peut y avoir des opportunités. Moi, j'ai eu l'opportunité de racheter un hôtel étatique, c'est qui a donné naissance à la chaîne Azalai. Mais parce que j'ai trouvé cette opportunité aussi parce que j'avais l'envie, la passion, je voulais créer quelque chose. Je voulais créer une entreprise à très forte valeur ajoutée. Donc, lorsque vous avez ces deux ingrédients, ces deux secrets-là, lorsque vous les maîtrisez, je pense que vous avez de très fortes chances de réussir votre vision entrepreneuriale. Et c'est avec ça qu'on peut quitter une petite échoppe où on faisait peut-être 5 000 francs de chiffre d'affaires par jour à devenir un entrepreneur qui brasse quelques milliards de francs CFA. D'accord. Alors, Monsieur Moussadek, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes et futurs entrepreneurs? Des conseils pratiques, hein. Voilà, parce que beaucoup en ont besoin. Ben, les conseils pratiques, chaque fois que les entrepreneurs viennent me rencontrer, les jeunes viennent me rencontrer, je leur dis, vous commencez par faire une introspection, c'est-à-dire vous vous isolez et vous posez une série de questions. Qui suis-je? D'où je viens? Qu'est-ce que je veux faire? Dieu m'a donné la vie, j'ai un CDD, un contrat à durée déterminée sur Terre. Pendant ce CDD-là, qu'est-ce que je veux faire? Parce que cette vie, elle m'appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Et personne ne peut me réaliser à ma place. Donc, qu'est-ce que je veux faire de ce CDD-là que le Tout-Puissant m'a donné? Donc, une fois que vous avez fait cette introspection, vous arrivez avec une conclusion.
ah oui, je suis fait pour l'entrepreneuriat, j'ai envie de me lancer. D'autres vont dire, ah, finalement, je préfère un emploi salarié ou autre chose. D'accord? Parce que c'est pas tout le monde aussi qui est fait pour devenir entrepreneur. Parce que comme j'ai dit, c'est un parcours semé d'embûches, d'obstacles, de désillusions, de stress, de beaucoup de choses. Et il faut en être conscient, les gens doivent être conscients. Mais une fois que vous avez fait cette introspection-là, vous vous êtes posé ces questions, vous avez donné les réponses aux questions et que vous décidez que oui, vous voulez faire ce parcours entrepreneurial, en ce moment, vous cherchez votre vision. Dans quel secteur vous voulez vous lancer? Où est-ce que vous vous sentez à l'aise? Moi, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. D'autres, c'est dans le numérique, dans l'agro-industrie, ainsi de suite. Et puis maintenant, vous commencez votre parcours entrepreneurial en réfléchissant comment vous allez créer l'entreprise, où est-ce que vous allez trouver les premiers fonds, quel est votre marché, et ainsi de suite. Donc, les conseils pratiques, c'est qu'il ne faut pas sauter ces deux étapes qui sont des étapes primordiales. L'introspection, la remise en cause, se questionner sur ce qu'on veut faire pendant notre passage sur Terre. Et une fois on est arrivé à la conclusion qu'on veut être un entrepreneur, créer de la valeur ajoutée, ben en ce moment, on passe à l'étape création de la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Et avec qui on veut le faire? Parce que une fois que l'entreprise a vu le jour, qu'elle commence à grandir, on ne peut rien faire sans une équipe. Voilà, on ne peut absolument rien faire sans une équipe. Et les choix des gens avec lesquels on fait ce parcours-là, avec lesquels on crée cette entreprise est aussi quelque chose de primordial. Voilà les conseils pratiques que je peux donner. Pour le reste, c'est beaucoup travailler, ne pas se décourager lorsqu'on connaît des échecs. Commencez petit, vraiment ayez commencez très petit, voyez grand, comme je dis, vous pouvez commencer avec une échoppe et après gérer une entreprise multimilliardaire, mais commencez petit, ne vous pressez pas, ne vous développez pas trop vite. Moi, j'ai commencé en 94 en rachetant le Grand Hôtel de Bamako et je ne suis sorti des frontières du Mali qu'en 2004, donc 10 ans après. Après, vraiment, mettre fait la main au Mali, maîtriser un secteur que je ne connaissais pas, parce que moi, je ne suis pas hôtelier. J'ai fait des études supérieures en finance, donc je suis un investisseur et je n'ai jamais été un hôtelier. Donc, il ne faut pas être pressé, parce que quand vous êtes pressé, quand vous voulez aller trop vite, eh bien là aussi, vous risquez de tomber trop vite aussi. Donc, commencez petit, prenez votre temps pour grandir, grandissez avec votre entreprise, ne grandissez pas avant votre entreprise, parce que souvent les jeunes aussi font cette erreur-là. Dès que l'entreprise commence à marcher un peu, on commence à rentrer dans des dépenses ostentatoires, on pense qu'on y est arrivé, alors qu'un entrepreneur n'y arrive jamais définitivement. Il doit toujours se remettre en cause. Donc, grandissez avec votre entreprise, ne grandissez pas avant votre entreprise. Sachez vous faire entourer des gens compétents, des gens brillants, des gens qui épousent votre vision, des gens qui travaillent comme vous et qui sont animés de la même passion, de la même foi, parce que on ne peut rien faire sans une équipe, en tout cas si on veut aller loin. Comme on dit, celui qui veut aller vite va seul, celui qui veut aller loin va en équipe. Et voilà, donc quand vous arrivez à faire cela, normalement, ça devrait marcher. D'accord. Alors, Monsieur Mossadegh, j'aimerais vous poser cette question. Pensez-vous que l'école, c'est-à-dire vos études, ont eu un gros impact sur votre parcours, bien sur votre carrière en tant qu'entrepreneur? Parce que beaucoup de coachs qui s'adressent le plus souvent aux entrepreneurs disent que l'école ne sert à rien, que laissez vos diplômes de côté et à plonger dans l'entrepreneuriat, et on rencontre des jeunes qui deviennent de plus en plus frustrés quand ils se posent des questions. Est-ce que je dois poursuivre les études parce que les parents ont les moyens? Est-ce que je dois mettre de côté pour me plonger dans l'entrepreneuriat? Alors, j'aimerais savoir, est-ce que l'école a joué un rôle assez important dans votre croissance et dans votre développement?
Vous savez, il y a pas une réponse claire, nette et tranchée. Vous avez des self-made men, women, surtout dans nos pays en Afrique, des gens qui n'ont jamais passé un jour à l'école et qui ont créé des empires, qui ont créé des empires. Et puis, vous avez aussi des gens qui ont fait des études supérieures comme moi, qui ont aussi créé des entreprises. Donc, je pense que tout dépend. Moi, ce que je dis, c'est que je conseille aux jeunes, c'est que si vous pouvez étudier, étudiez, mais choisissez des secteurs qui peuvent vous servir. Faire 4 ans à la faculté pour apprendre des choses littéraires et tout ça, si votre ambition, votre vision, votre ambition, c'est d'être entrepreneur, ça ne vous aidera pas. Il faut plutôt faire une formation technique, professionnelle, qui peut vous apporter quelque chose. Maintenant, si vous voulez ne pas étudier et que vous avez confiance en vous, ça peut aussi marcher. Comme je l'ai dit, vous avez beaucoup de gens qui ont créé des entreprises très prospères, qui ont fait très peu d'écoles ou pas du tout d'écoles. Donc, il n'y a pas une réponse tranchée. Ça dépend de la personne. J'ai connu beaucoup de gens qui ont commencé l'école, qui ont abandonné l'école, qui ont créé leur entreprise et qui ont réussi. Et d'ailleurs, ça a été le cas de Mark Zuckerberg, qui n'a jamais fini Harvard, Bill Gates, qui n'a jamais fini Harvard, paix à son âme, Steve Jobs n'a jamais fini l'université. À un moment donné, ils ont eu cette fibre entrepreneuriale, ils ont eu une bonne vision, un créneau, ils ont quitté l'école, ils se sont lancés dedans, et ils sont devenus multimilliardaires en dollars. Donc, ça dépend de ce que vous ressentez. Moi, j'ai fait des études, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme, et je suis venu travailler. Ça ne m'a pas empêché de créer une entreprise, mais ça ne veut pas dire que pour être un entrepreneur, il faut forcément faire des études. D'accord. Alors, Monsieur Moussadek, comment définissez-vous la réussite? Pour moi, la réussite, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le nombre de maisons que vous avez, le compte bancaire et tout ça. La réussite, c'est l'impact que vous avez sur votre entourage, votre famille, votre communauté, votre pays, votre continent. C'est ça pour moi la réussite. C'est-à-dire, lorsque vous créez une entreprise, que vous donnez du travail à des hommes, à des femmes, qui avec ce travail nourrissent leur famille, ne sont pas tentés d'aller voler, ne sont pas tentés de traverser le désert ou la mer Méditerranée. Vous leur donnez une occasion d'être dignes et fiers parce qu'ils ont un travail. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est-à-dire un entrepreneur, c'est un marchand d'espoir. C'est quelqu'un qui donne de l'espoir à des gens en créant de la valeur ajoutée, en créant des emplois pour que ces emplois soient occupés par des hommes et des femmes qui peuvent vivre dignement. C'est tout. Maintenant, bon, c'est vrai, il y a des avantages qui viennent avec. Si vous réussissez, vous avez un certain confort matériel qui est un peu le salaire de tous vos efforts et de tous vos soucis, de tout le stress que vous avez. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. La réussite pour moi, c'est impacter ses proches, sa famille, son environnement, son pays et son continent. D'accord. Alors, so Moussadek, we are almost at the end of the show, and I'll just have some few questions to ask you. That is, according to you, what are the 5 rules to be successful in life? What are the 5 rules, according to you, to be successful? 5 rules? Yeah, according to you, to be successful in life. Well, be yourself. Have a passion in life. Whatever you do, have a passion. Work hard as if there is no tomorrow. Be surrounded by positive people who can help you live your dreams, and be humble. Okay. So to get out of this interview, I will ask you what message you want to send to Africans around the world, to those who have projects, to those who want to succeed, and to those who have lost hope.
Well, I would like to tell to young Africans that this is the time to take ownership of your life, to become entrepreneurs if you want to invest in your community, in your country, in your continent, a continent which is full of opportunities, definitely the only continent which still and yet has opportunities. So go after these opportunities. Don't be shy. Have confidence in yourself. Have a vision. Work hard and go after these opportunities. So I really sending a message to the youth, the African youth. Take ownership of your life. Take ownership of your countries. Take ownership of your continent. Because we do need the youth to invest. We do need youth to create companies, to create jobs, so that we can have job creation, which will enable this continent to give job to all its kids, instead of seeing all these young Africans dying in the Sahara Desert or in the Mediterranean Sea. So to the African youth, this is the time to invest on your continent. Wow, wow, amazing, sir. And before we go out, j'aimerais vous demander, M. Moussadegh, quelles sont vos impressions concernant le Career Show? Ben, je vous félicite. C'est une très belle initiative que de faire partager des expériences d'entrepreneurs avec des jeunes qui veulent se lancer dans ce parcours-là. Donc, c'est vraiment vous avez des questions très pertinentes qui permettent justement à l'entrepreneur que vous interviewez de partager son vécu et son expérience. Donc, bravo, félicitations. Continuez comme ça, trouvez beaucoup d'entrepreneurs africains qui pourront partager leur expérience avec les jeunes pour que nous créions vraiment cette vocation-là entrepreneuriale sur notre continent. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Moussadegh. Ce fut un réel plaisir d'avoir été sur votre plateau et d'échanger avec vous. Merci beaucoup et je reste disponible pour d'autres événements. D'accord.